Bonsoir et bienvenue dans le direct. Tout de suite, retrouvez David Mutel pour le JT Sport. Bonsoir David. Bonsoir Delphine. Alors de quoi allez-vous nous parler ce soir? Principalement de football, notamment la 23e journée de National avec les Stacks qui se déplaçaient à Beauvais et notamment les quarts de finale du championnat de France de boxe avec 2 Aubois en lice. Et nos invités de ce soir, ce sont les archers troyens. Merci David. À 19h30, nous retrouverons pour le journal. Nous parlerons d'un ancien salarié d'Olympia qui vient d'être indemnisé suite à son licenciement. 46 autres salariés sont concernés. Nous reviendrons sur 2 événements du week-end, la cérémonie de la commanderie du Sault-Bouchon et l'exposition canine internationale. À 19h50, retrouvez David Mutel, toujours pour le miroir des sports cette fois. Il recevra Nicolas Granger, détenteur de plusieurs records de France de natation. Bonsoir, bonsoir, ravi de vous retrouver une nouvelle fois en notre compagnie pour cette nouvelle édition du Journal des Sports. Ce soir, c'est le club de tir à l'arc des archers troyens qui est avec nous sur ce plateau pendant 26 minutes. Mais avant cela, regardons justement ce qui nous attend au sommaire de ce JT Sport. Du football bien sûr pour commencer avec les Stacks qui se déplaçaient à Beauvais pour le compte de la 23e journée du championnat de France de National. Nous reviendrons sur cette rencontre dans quelques instants. Toujours en football, mais à l'échelon du CFA2, cette fois, nous nous intéresserons à l'Estac B qui rejouait à domicile après une très longue trêve à domicile. Et c'était un derby qui les attendait, les joueurs de Thierry Bocquet, avec la réception de Chaumont dimanche. Et puis pour terminer ce journal, retour sur la soirée de samedi avec les quarts de finale du championnat de France de boxe amateur senior. 2 Aubois étaient en lice et nous verrons ensemble s'ils sont parvenus jusqu'en demi-finale. Voilà le programme et on attaque donc cette édition du 8 février avec du football donc et la 23e journée du championnat de France de National. Les Stacks se déplaçaient à Beauvais pour enchaîner un 4e match sans défaite. Une rencontre que les Troyens devaient toutefois entamer sans leur capitaine Gaël Sens suspendu et leur nouvelle recrue Ronny Rodelin pas encore prêt. Comme dans bien des matchs cette saison, les Stacks fait une entame catastrophique. Et on peut encore s'interroger comment, dans la première minute, Canales a pu manquer une occasion pareille. Heureusement, 2 minutes plus tard, sur un coup franc de Fontaine, Makuma d'une tête lobée finira par ouvrir le score pour sa formation. Ce but a au moins le mérite de lancer enfin le match pour des Troyens qui vont enchaîner les occasions dangereuses les unes derrière les autres. La fourcade à la 8e minute est malheureux puisque Rascle, le gardien beauvaisien, arrête son ballon avec chance. Obadi est bien proche lui aussi de tromper l'ultime rempart visiteur à la 18e minute, mais il s'en faut d'un rien. 2 minutes plus tard, sur un coup franc de Mikkelsen, Beauvu trouve enfin l'ouverture et égalise. Il s'en faut de peu à la demi-heure de jeu que Mikkelsen donne l'avantage à l'Estac. Juste avant la mi-temps, les Aubois vont toutefois de nouveau céder en défense sur une action a priori anodine. C'est le malheureux Lipini qui propulse la balle dans ses propres cages. 2 buts encaissés, 2 erreurs défensives, tel est le constat à la mi-temps. Ils n'ont pas été assez matures dans certaines situations. On prend des coups de pied arrêtés. But contre son camp sur 2 centres, on savait que c'était leur force. Je pense que ce sont des buts qui caractérise un petit peu la force de Beauvais. Et nous, peut-être nos points à améliorer. Ouais. Heureusement, les joueurs de Patrick Remy rétablissent la balance en revenant des vestiaires. Et ce, dès la reprise, Faussurier côté droit, centre pour la tête de la fourcade. Mais c'est le stopper Picard qui est à la tombée. 2e contre son camp de la soirée, de partout. Cela clôturera malheureusement le score. Malgré les derniers rushs troyens, le score ne bouge plus et les Troyens ramènent un point de Beauvais. Ouais, je pense que c'est un bon point pris, mais maintenant il y avait la place d'en prendre 3. Maintenant on a pris 2 buts, et 2 buts évitables et ça devient compliqué quand il faut mettre 3 buts à l'extérieur pour gagner un match. 4e match sans défaite pour les Troyens, mais surtout les partenaires d'Éric Marester ont fait preuve d'une grande fébrilité défensive. Un point problématique qui va peut-être se résoudre avec les retours prochains d'Enza Yamissi et Gaël Sens.
Regardons les autres résultats de cette 23e journée pour voir que notamment la surprise est venue de Évian-Thonon-Gaillard qui est allé gagner sur le terrain de Reims 1-0. Créteil est allé aussi faire une grosse perf en gagnant sur le terrain de Passy-sur-Eure 2-1 au classement. Il n'y a pas grand chose qui change si ce n'est que Évian évidemment prend la tête avec 2 points d'avance sur 3 et maintenant Reims est à 44 points. Créteil est toujours en embuscade à la 4e place avec 43 points. C'est l'un de ces 4 clubs qui montera certainement en Ligue 2. Louan Cuiseaux, à coup sûr, jouera en CFA l'an prochain. Toujours en football, passons maintenant au championnat de France de CFA2. Les Stag B accueillaient un derby au stade de l'Aube en recevant la formation de Chaumont. C'était un retour pour les joueurs de Thierry Boquet puisque les Troyens n'avaient pas évolué sur leur pelouse depuis le 5 décembre dernier. Résumé du match. On s'ennuie ferme dans cette première mi-temps où Chaumont maîtrise assez bien son adversaire grâce à son bloc compact. Seule une frappe de Nsakala et une tête de Vieillot sortiront les spectateurs du sommeil. Chaumont, emmené par son capitaine Pierra, est plutôt content de rejoindre le vestiaire sur le score de 0-0. Ouais, c'était les consignes, on devait rester bien en place derrière et puis profiter de la moindre occasion pour contrer. C'est ce qu'on a fait, on a eu quelques occasions. Maintenant, on a été bien solide derrière et il faut garder ça. Nous, on n'est pas les Stags, donc il faut essayer de se battre avec nos armes, finalement. En seconde période, cela s'anime un peu plus avec l'entrée de Camara, mais le gardien Chaumontais est vigilant. Les Haut-Marnais sortent un peu plus de leur coquille. Brocard a beaucoup de mal à sortir ce coup franc. Mais la fin du match est auboise. À la 69e minute, Keita, à la suite d'un long rush, bute de nouveau sur un bloc. Taradin n'aura pas plus de chance 5 minutes plus tard puisque son centre ne trouve pas preneur. Chaumont ne craquera donc pas et les Stag B se voient contraintes de partager les points. Ouais, on n'a pas réussi à trouver de solution, ils étaient bien en place derrière. Ils restaient avec une pointe devant et nous on s'est un petit peu sur un terrain difficile, on s'est un peu enlisé, on n'a pas réussi à trouver les solutions, donc ils ont été courageux et moi je pense qu'ils ont mérité leur match nul parce qu'ils sont bien battus. Ça a souvent été la dernière passe qui n'a pas été ajustée, suffisamment ajustée, des centres qui ont été interceptés ou même une frappe trop molle là, pour un garçon pas trop mal placé. Mais bon, c'est comme ça, donc il n'y a pas de suffisance à avoir, il y a des adversaires à respecter et je crois qu'il manquait un petit quelque chose aujourd'hui pour pouvoir vraiment faire la différence. Après sa lourde défaite à Auxerre en janvier, les Stag B reprend bien mal l'année 2010. Allez, on regarde les résultats de CFA2 préparés une nouvelle fois par Cécile Rich. Très peu de matchs joués ce week-end, une nouvelle fois la conséquence de terrain praticable. On regarde donc le seul autre résultat avec les Stag B, c'est Saint-Louis qui jouait face à Besançon. 0-0 entre les deux équipes. Ça ne bouge pas en haut de la tête du classement. Le FC Metz, la réserve du FC Metz est toujours largement en tête avec 49 points. Les Stag B toujours 3e avec 41 points. Ça se bagarre en bas de classement pour ne pas descendre à l'échelon inférieur. Samedi, au COSEC des Terrasses, le TOS Leno accueillait sa première rencontre à domicile du championnat de France de National 4 de tennis de table. C'est la formation d'Auxerre qui a donné une bonne réplique aux Aubois puisque les Iconais ont mené 5-1 avant de finalement caler et laisser revenir les tossistes. Le TOS Leno accroche donc un bon match nul, 10 partout, et se classe à présent en 6e position avec 2 matchs joués. Et enfin, une petite parenthèse avec le RS10 qui se déplaçait à Toul dans le championnat de France de National 3 cette fois-ci. Et les Romillonnes se sont largement imposées devant une équipe locale qui n'alignait que 3 joueuses pour l'occasion. Les Aubois ont puni leurs adversaires 10-2. Prochain match dans 3 semaines à Schiltigheim, je vais y arriver. Avant de passer à la boxe, faisons un petit détour par les championnats régionaux de cross-country qui cette année se déroulaient à Vrigne dans les Ardennes. Peu de titres pour les Aubois qui se sont contentés d'accessites comme Julie Giacomelli. Belle deuxième place pour l'Auboise, mais il y a aussi de belles satisfactions comme Clément Desnaux, champion de Champagne Benjamin. Et ils sont tous les deux sur notre plateau, les athlètes du TOS. Bonsoir. 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 Alors, je vais commencer par les dames, tu m'en voudras pas, Clément. Julie, deuxième place aux régionaux de cross, derrière une athlète de Reims, je crois, de l'Extra, que vous connaissez bien. Il y a un petit regret, justement, de ne pas avoir accroché cette première place qui semblait presque vous tendre les bras.
Oui, j'étais annoncée parmi les favorites. Effectivement, Marie-Charlotte Bonner, la gagnante, c'est une fille que j'ai déjà battue. L'année dernière, aux régionaux de cross, elle était derrière moi. Cette année, au cross de Reims, je l'ai trouvée déjà très en forme. Elle était devant moi au mois de décembre, à cette époque-là. Et j'ai été un petit peu handicapée parce que j'ai été malade en début de semaine. Et visiblement, je n'avais pas totalement récupéré. Et j'ai suivi moitié de course. On était les trois premières. En fait, le peloton s'était déjà formé. Parce qu'elle avait un lièvre, il faut bien le dire. Oui, elle a été mise sur orbite tout de suite par sa camarade de club, Marie-Aude Meyer, qui est partie très vite. Donc Marie-Aude a emmené tout le monde. Ensuite, s'est formé un petit groupe de 3. Donc Marie-Charlotte, la future première, la future deuxième et moi-même. Et quand Marie-Charlotte, la future première, a accéléré à la mi-course, malheureusement, j'ai pas pu répondre de son accélération. Donc j'ai laissé filer la première et la deuxième et après j'ai jamais pu revenir. Malade, vous avez quand même réussi à accrocher la deuxième place. Oui. C'est quand même pas si mal. Oui, c'est quand même pas si mal, ce qui fait que je suis effectivement très contente. Et qualifiée. Et qualifiée pour les interrégionaux. Et donc la suite, les interrégionaux, et je vise une qualification pour les championnats de France, comme l'année dernière. Dans quelles eaux à peu près vous donnez L'année dernière, j'avais fait 9e aux interrégionaux, j'avais fait une belle course. J'espère faire aussi bien, rentrer dans les 10. Et puis, surtout, la différence, c'est que j'étais arrivée peut-être un peu fatiguée au championnat de France et j'avais terminé dans les 120e. J'espère arriver dans un meilleur état de forme et honorer ma qualification et faire une place au moins dans les 100. D'accord, la date, je crois que c'est à Dunkerque, mais je n'ai pas la date en tête. Oui, c'est à côté de Dunkerque, les interrégionaux dans 2 semaines, le 21 février. Et 2 semaines encore plus tard, donc le 7 mars, ce sera les championnats de France à La Roche-sur-Yon. À La Roche-sur-Yon. Merci Julie. Je me tourne vers Clément maintenant. Clément qui lui a eu un petit peu plus de chance puisqu'il a emporté le titre de champion de Champagne Benjamin. Bonsoir déjà Clément. Bonsoir. Un petit phénomène quand même, parce que ça fait qu'1 an que tu fais de l'athlétisme et la même année tu glanes, je crois, le titre de champion de Champagne en salle de lancer, je crois, ou même de saut, la semaine dernière. Non, de triathlon. De triathlon, et il y a 15 jours, et là, hier, tu glanes le titre de champion de Champagne de cross-country, Benjamin. Oui. C'est une surprise pour toi ? Bah, il n'y avait pas trop de concurrence cette année, mais l'année prochaine, si, comme l'année dernière. D'accord. Tu nous racontes un petit peu cette course, comment ça s'est passé ? T'es parti à bloc tout seul ? Bah, j'ai voulu partir vite dès le début pour semer la concurrence, puis personne ne m'a suivi et après j'ai géré. Comment t'expliques ta réussite au bout d'1 an, tu réussis à plier tout le monde. Il y a une explication ? C'est grâce aux entraînements aussi avec les entraîneurs. Ouais. Avec Samuel Kfeller et Gérard Moulin. Le jeudi soir, le mercredi après-midi et le samedi. D'accord. Et c'est à ça que tu dois ta réussite ? C'est pas tes parents qui t'ont encouragé à courir ? Si, aussi ils courent un petit peu, non ? Non. Ils viennent toujours aux courses et ils m'encouragent. C'est quoi ta spécialité ? Le demi-fond. Demi-fond, une discipline en particulier ? Sur piste, le 1000 mètres. Ouais. Et les longues distances. Et la semaine dernière, tu as battu un record de Champagne, je crois, qui était vieux, de 1991. Tu l'as battu de près de 9 secondes. Un record qui tenait depuis presque plus de 20 ans. Et ça t'a pas étonné quand même ? Si, un peu. Surtout 9 secondes, ça fait beaucoup. C'est énorme. En athlétisme, c'est énorme. Je pensais le battre de 1 ou 2 secondes, mais en fait 9. Ça t'encourage à aller encore plus loin ? Oui. C'est quoi tes prochains objectifs ? C'est être champion régional sur piste, être qualifié pour les points d'or et essayer d'accrocher le record sur piste de 1000 mètres. Julie, ça vous épate ça ? Oui, c'est bien, des petits jeunes qui s'intéressent à l'athlé et qui sont capables aussi de courir en cross-country. Ça n'intéresse pas forcément dans les 2 disciplines. Oui, tout à fait, oui. Bien souvent, les jeunes sont soit orientés piste ou soit cross. Et là, c'est très bien, c'est un petit jeune très complet. La relève est là et on espère que les titres vont affluer encore un peu plus. Merci Clément d'être venu sur ce plateau en compagnie de Julie. Merci aussi Julie Giacomelli. La suite de ce journal, c'est avec les quarts de finale du championnat de France de boxe organisé samedi soir à la salle Omnisport par le stade troyen. 2 Aubois étaient en lice pour la qualification en demi-finale. Mamadou Batili, 18 ans, une totale méconnaissance de ce niveau. Alors qu'Éric L'Enfant, l'autre Aubois, 18 ans, lui aussi, affichait un palmarès riche de 2 titres de champion de France junior. Mais samedi soir, c'était en senior qu'il fallait faire ses preuves. Reportage.
Mamadou Batili est le premier au bois à s'élancer dans l'arène face à un boxeur du ring Plaisançois dans les Pyrénées. Dans le premier round, les deux combattants s'observent et s'annihilent à 0-0 à l'issue de la reprise. Au deuxième round, Lacaze prend l'avantage sur le boxeur au bois grâce à sa droite efficace. Le Pyrénéen passe en tête au score 4-2. Il reste à Batili à refaire son retard dans l'ultime reprise. Mais malgré sa bonne volonté, le boxeur du stade troyen ne peut rivaliser et doit s'incliner à 2-1 dans la dernière reprise. Batili est éliminé de la course au titre. Moi je suis déçu. Il me manquait un peu de souffle je pense. Et je travaillais pas assez à distance, je travaillais trop près. Éric L'Enfant, de son côté, fort de ses 2 titres de champion de France junior, était opposé à Silver Mamadou, un boxeur nantais de 5 ans son cadet. Comme lors du précédent combat, c'est un round d'observation que cette première reprise, L'Enfant le remporte tout de même 1-0. C'est dans la seconde reprise que le boxeur au bois va faire le forcing grâce à sa droite agissant comme un pilon. Éric L'Enfant domine nettement son adversaire 4-1. Le Troyen n'a plus qu'à contrôler tranquillement ensuite le combat dans la dernière reprise. En gardant la distance, Éric L'Enfant s'assure d'une place en demi-finale. Ça fait que 3 mois que je me suis rentraîné, quoi. Mais bon, j'ai vu que là ça allait. Mais je sais que pour le prochain combat ça serait un petit peu plus difficile. Le boxeur au bois ne va pas avoir beaucoup le temps de souffler puisque dès vendredi, il dispute les demi-finales. Allez, on passe à la seconde partie de ce journal avec nos invités du soir, les archers troyens. Avec eux, nous allons évoquer la pratique du tir à l'arc, mais aussi le club en lui-même qui a très récemment changé du tout au tout. Bonsoir les archers troyens, qui êtes venus donc en nombre ce soir, et plus particulièrement Roger Desmarais, le président, le nouveau président des archers troyens. Bonsoir Roger. Bonsoir. Alors vous êtes le président depuis combien de temps? Depuis 3 mois. Ah oui, c'est très récent. C'est très récent, oui. Alors pourquoi justement avoir repris la présidence? Suite à une démission du bureau directeur. Il y a une raison à cela? Une mésentente avec des archers, et donc bon, ils ont préféré démissionner. D'accord. Donc, ne voulant pas laisser tomber le club, on a préféré reprendre. D'accord. Il y avait une refonte totale à faire ou juste des petites retouches? Des choses à remettre en place, oui. De quel genre? Au niveau de l'organisation administrative, les entraînements, passage de flèches de progression, on a mis ça en place aussi. Donc, d'accord. Tout le monde est content de venir, donc ça fait plaisir. Combien il y a de licenciés au Là, on est 37. 37 37 licenciés actuels, mais on a la possibilité d'avoir des licences découvertes à partir du 1er mars. Qu'est-ce que c'est que les licences découvertes? C'est pour faire débuter les gens. Les gens viennent découvrir, au lieu de prendre une licence complète, ils prennent simplement une licence découverte. Donc ils ne peuvent pas faire de compétition, mais ils peuvent découvrir le tir à l'arc. Alors ça tombe bien, on voit les images de la dernière compétition que vous avez organisée. Oui. C'était un petit peu un test, ça, c'est savoir si vous étiez tout de suite d'attaque, puisque c'était très récent, je crois, il y a moins d'un mois. Là, c'était au mois de novembre, donc on a eu 15 jours après l'élection du bureau pour organiser la compétition. C'est bien, ça vous a testé. Oui, parce qu'on a eu quand même 95 tireurs, et je dirais que c'est une des plus grosses compétitions de l'Aube cette année. Et elle était plutôt bien organisée. Très bien, les gens étaient très contents, c'est très bien passé. Aucun problème. C'est toujours l'occasion d'attirer de nouveaux membres? Ah oui. Oui, parce que des compétitions comme ça en salle, on avait la chance aussi d'avoir Fabrice Meunier, qui est vice-champion olympique en e-sport. Donc quand on a des personnes comme ça sur une compétition, les gens apprécient parce que c'est un modèle quand même, il faut le reconnaître. Vous servez aussi la notoriété, entre parenthèses, du club d'Arcy, qui est en 3e division, pour pas rentrer dans les détails, mais en 3e division nationale. Oui, on a la chance aussi d'avoir un des tireurs d'Arcy qui vient s'entraîner à la salle avec nous à Troyes, qui travaille sur Troyes, et donc c'est pareil, au niveau conseil, c'est très intéressant. C'est toujours bon à prendre. Oui. Sur ce plateau, nous avons une jeune, archère, c'est ça? Oui. Voilà, qui a découvert donc le tir à l'arc. Alors vous allez nous expliquer comment vous l'avez découvert, parce que c'est assez cocasse quand même, la découverte. Oui, en fait, c'était pendant l'été. J'ai fait un stage de kayak, et donc on faisait du tir à l'arc. Et j'ai tiré... Pas dans le kayak, hein? Non. Non, il y avait du kayak et du tir à l'arc. Et donc j'ai tiré, puis ça m'a plu. Et donc j'ai voulu m'inscrire dans un club. Puis j'ai trouvé les archers troyens. C'était tout près de chez moi. Donc l'ambiance était bonne? Oui, en plus. Et qu'est-ce qui vous a plu dans le tir à l'arc en particulier?
C'est quand on tire, enfin, toujours essayer de viser le centre, bien sûr, faire du jaune et puis... La concentration, j'ai l'impression, qui est très importante. Oui, il faut rester calme aussi. Oui. Puis aussi, il y a plein de trucs différents. Enfin, par exemple, on ne tire pas aux mêmes distances, pas sur les mêmes cibles, donc... D'accord, il y a plusieurs variétés et plusieurs arcs aussi. Oui, aussi. Je crois qu'il y a 3 ou 4 variétés d'arcs. Bon, il y a trois modèles, mais bon, il y a l'arc classique, comme on a derrière là, pardon. Et puis l'arc, ce qu'on appelle l'arc Kampoun, c'est un arc à poulie qui est beaucoup plus court et qui tire beaucoup plus de puissance que l'arc classique. D'accord, c'est le moment d'aller voir avec Jérôme. Jérôme, je vous invite à passer derrière nous. Vous allez donc nous montrer les différentes catégories d'arcs, puisqu'il y en a plusieurs. Choisissez celui que vous voulez. Et on va découvrir donc les spécificités de chaque arc. Alors, qu'est-ce que vous nous proposez comme premier outil? Cet arc-là. Alors, qu'est-ce que c'est que cet arc? Il est destiné aux personnes qui débutent. D'accord. C'est le tout premier échelon du tir à l'arc. C'est les arcs qu'on propose en initiation. C'est un arc très basique. Celui-là, la poignée est en plastique, mais en général aussi c'est en bois. Et après, les arcs évoluent et c'est des arcs métalliques. D'accord. Combien ça coûte un arc comme ça, Roger? Dans ceux-ci, à peu près 80 € à peu près. D'accord. L'ensemble, tout monté. Comment ça se passe quand on arrive au club de tir à l'arc? On n'achète pas tout de suite un arc, j'espère. Non, on offre, club prête. On offre déjà à peu près 2-3 séances d'initiation. Oui. Bon, après, si les gens sont intéressés, on prête des arcs. Oui. Et pour ceux qui progressent, qui veulent faire un peu de compétition, on prête ce type d'arc-là en contrepartie d'une caution. Et les jeunes peuvent tirer avec des arcs de près. D'accord. Alors on va passer à un deuxième arc, un petit peu plus sophistiqué. Jérôme? Oui, déjà c'est... Alors qu'est-ce qui différencie de l'autre? Déjà la poignée, c'est une poignée métallique avec des branches composites avec à base de carbone, de la céramique. Et ensuite un viseur un peu plus perfectionné, des stabilisateurs pour contrôler l'arc au moment du lâcher. Et ça coûte à peu près combien un arc comme celui-là? Il faut compter dans les 700-800 € à peu près. En carbone, c'est... Le haut de gamme, ça monte jusqu'à, on va dire, 1500 €. Et si habituellement en carbone, c'est un matériau... Souvent, Oui, carbone. Alu-carbone, c'est les deux matériaux utilisés principalement maintenant. D'accord. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on va voir ensuite comme marque le dernier, en fait, celui qui est en rouge, Alors, comment appelle-t-on cet instrument? C'est un arc classique aussi, c'est le même principe, parce qu'on n'a pas d'arc poulie là, sur le plateau, malheureusement. Qu'est-ce que vous appelez arc poulie? C'est le Kampoun, c'est un arc beaucoup plus court, avec des poulies qui démultiplient la puissance. D'accord. Donc le tireur a beaucoup moins d'efforts, mais par contre la flèche part beaucoup plus vite. D'accord. Et lequel est olympique? Les deux. Les deux, d'accord. Enfin, pour le tir olympique, c'est celui-ci, le classique. Celui que Jérôme tient. Voilà. Oui. D'accord. Justement, pour savoir un petit peu comment on peut tirer à l'arc sans décocher une flèche, Jérôme, vous pouvez nous montrer un petit peu le mouvement que vous avez effectué lorsque vous tirez une flèche avec votre arc? Parce que j'imagine qu'il faut quasiment bander tous ces muscles, Roger, pour... Non, au contraire, non. Il faut simplement les muscles du dos, c'est tout. Parce que tous les muscles sont en opposition, si vous voulez. On a le bras bien tendu, les épaules bien basses, l'autre bras pareil bien tendu, et c'est simplement les épaules qui tirent sur l'arc. D'accord. Il faut bien détendre les muscles de devant, parce qu'autrement on n'y arrive pas. Surtout pas être crispé. D'accord, c'est ce qu'on explique en premier lieu à un débutant, pour éviter les accidents. Les accidents sont fréquents parce qu'on voit souvent des hématomes sur les bras. Mais ça c'est quand on lâche la corde, elle vient taper sur le bras. D'accord. Souvent c'est une mauvaise position. Et ça fait très très mal. Ça fait des beaux bleus. C'est pour ça qu'on voit souvent justement, je ne sais pas si Jean-Philippe peut s'approcher sans prendre une flèche. Il y a une protection sur le bras, protection blanche, qui permet justement d'éviter le retour de corde. Le retour ou la vibration, simplement la vibration de la corde. Elle peut taper sur le bras parce qu'elle passe très très près. D'accord. Alors voilà le
l'attitude que peut avoir un archer. Ah oui, parce qu'il y a guère d'autres solutions pour tirer une flèche. Ce qui est fascinant aussi dans le tir à l'arc, c'est la façon qu'a l'archer de laisser balancer ensuite son arc pour terminer son geste. Bon, alors on apprend ça aussi aux jeunes, c'est la position de fin. De manière que quand on tire une flèche, on ne regarde pas où la flèche elle arrive. Une fois qu'elle est partie, elle est partie. Et c'est la position de fin qui compte. C'est très important ? Ah oui, très important. Parce que ça permet de ne pas bouger le bras devant au niveau de l'arc et d'avoir toujours la même position en fin de course. Ça, c'est très important. Qu'est-ce qui attend les archers troyens comme organisation prochainement, une manifestation importante d'envergure? Là, on organise le championnat de ligue FITA, donc le 11 juillet à Foissy, sur le terrain. FITA, c'est Fédération internationale de tir à l'arc. Voilà, oui. D'accord. Donc, et là, c'est une distance olympique. Là. On tire à 70 mètres. 70 mètres. 70 mètres. Ouais. Donc le matin, on a les qualifications. Et l'après-midi, on aura ce qu'on appelle les duels. Donc on tire un tireur contre l'autre. Celui qui gagne, il continue. Celui qui perd, il range. C'est habituel ce genre de compétition? D'accord. Oui. Eh ben, je vous remercie beaucoup, Roger et les archers troyens, d'être venus sur ce plateau. On va regarder ensemble l'agenda sportif du week-end prochain pour voir notamment qu'il y a évidemment du football dès samedi avec les Stacks qui rencontrent le petit club de l'Ariège, l'Uznac. C'est à 20h et c'est au stade de l'Aube, donc dès samedi soir, vous l'avez noté. Mais il y a aussi toujours le samedi soir du basket avec la nationale de féminine Sainte-Savine qui rencontre Aubervilliers. C'est à 20h et c'est au gymnase Volbar. Et si vous n'aimez pas ni le basket ni le foot, eh bien, il y a encore du basket avec le BC Saint-André qui rencontre Cormontreuil. C'est un derby, c'est à 20h et c'est au complexe Bianchi. Voilà, ce journal est terminé. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition. À très bientôt et merci encore aux archers troyens. Merci beaucoup. Merci.